Bismillah. Oncle Jeter, j'ai démissionné. Démissionné? Quand ça? Il y a 10 jours, mais il y a longtemps que j'aurais dû le faire, répondit Julie Rogers avec une assurance mêlée de dépit. C'est le vieux Hobson, c'est lui, n'est-ce pas? Repartit l'homme. Il a encore essayé de te tripoter, ajouta-t-il le visage crispé. Oui, c'est lui, confessa la jeune femme. Tu sais, depuis mon divorce il y a 4 ans, il n'a pas arrêté de me harceler et m'a rendu la vie impossible. Jeter, c'était devenu intolérable. Mais ce n'est pas tout. Depuis 10 jours, je n'ai cessé d'envoyer des lettres de candidature dans tout Atlanta. Je n'ai pas eu une seule réponse et on a fini par m'avouer qu'avec la réputation qu'il m'avait faite, personne ne voudrait plus m'engager. Jeter Hamill tendit le bras de l'autre côté du bureau pour saisir la main de sa nièce et lui imprima une douce pression qui se voulait réconfortante. Julie ne lui retourna qu'un maigre sourire depuis qu'elle avait quitté son emploi de bibliothécaire. Elle était nouée par le désespoir, la crainte du lendemain. Ce poste, elle l'avait occupé pendant 6 ans et sa démission signifiait une rupture inattendue dans ses habitudes. Mais surtout, elle la minait d'une insupportable inquiétude. Ses 2 enfants, Chip et Mickey, qu'elle était seule à élever. Penser à eux lui donna le courage qui lui manquait jusqu'alors pour annoncer clairement à son oncle le motif réel de sa visite. Jeter, commença la jeune femme d'une voix tremblante, j'ai lu le journal, je viens pour l'annonce. Elle tendit la page concernée à l'homme assis face à elle. Elle avait cerclé de rouge l'offre d'emploi qu'il avait passée la veille. Je te demande de me considérer comme une candidate, ajouta-t-elle. Jeter dévisagea sa nièce sans dire un mot, puis se leva de son fauteuil et traversa très lentement la pièce. Il s'arrêta près d'une petite table branlante où était posé un chauffe-plat ébréché, ainsi qu'une antique cafetière. Toujours en silence, par un simple signe du menton, il proposa une tasse à Julie qui déclina son offre en secouant énergiquement la tête. Après s'être servi, Jeter revint prendre place dans son fauteuil avec la même lenteur. « Ma chérie, fit-il enfin, je suppose que tu t'attends à la réponse que je vais te faire. Ce qui se passe dans cette agence n'a rien à voir avec un travail comme les autres. Et très franchement, je ne crois pas que tu sois taillé pour un boulot de détective privé. Tout simplement parce que ce n'est pas un métier pour une femme. »« Ah non, Jeter, pas toi, » s'exclama soudain Julie, exaspérée. « Tu ne vas pas toi me servir cette rengaine-là. » La jeune femme s'apprêtait à poursuivre, offusquée quand elle fut interrompue par le fracas d'une porte qu'on venait de claquer avec une violence délibérée. Presque au même instant, un jeu de clés de voiture vint atterrir à quelques centimètres de son bras, presque dans les mains de Jeter. « Ces bonnes femmes, quelle race !» rugit l'homme qui venait de faire irruption dans la pièce. « Je ne comprendrai jamais ce qu'elles ont dans le crâne, si tant est qu'elles y aient quelque chose !» ajouta-t-il en commençant à arpenter le bureau. L'homme avait une démarche souple et puissante qui ne manquait pas d'élégance, mais il vociférait sans prêter la moindre attention à son auditoire. À l'évidence, il s'était attendu à trouver Jeter seul et quelques secondes furent nécessaires avant qu'il prît conscience de la présence de Julie. Il s'arrêta net. « Jeter, je suis navré, » fit-il embarrassé. « J'ignorais que tu avais de la visite. » Le directeur de l'agence, quant à lui, ne parut absolument pas troublé et entreprit de faire les présentations, avec un grand naturel. Jacques, voici ma nièce, Julie Rogers, dont je t'ai déjà parlé. Julie, permets-moi de te présenter Jacques Sloan, mon adjoint. L'homme demeura un moment pétrifié et saisi d'un mutisme total. Il essayait vraiment de rassembler ses souvenirs pour se remémorer ce que Jeter lui avait raconté sur sa nièce. Mais tout ce qui lui revenait obstinément à l'esprit, c'était la profession de la jeune femme. Elle devait être bibliothécaire ou quelque chose d'approchant. Et à son sens, ce métier était à peu près aussi désopilant que le noviciat. Pour Jack, une bibliothécaire ne pouvait qu'être une petite femme rondelette, au visage pincé et affligée d'épaisses lunettes. Force lui fut de reconnaître que celle qui lui faisait face à présent ne ressemblait en rien au portrait robot. Elle en était même à l'opposé. Jacques avança d'un pas et à ses gauche, s'essuya la main sur son jean avant de la tendre à Julie. La jeune femme la saisit en souriant et ne put s'empêcher de remarquer que l'homme avait une poignée de main chaude et ferme et que sa puissance, presque brutale, contrastait avec l'élégance et la finesse des doigts. « Ravi de faire votre connaissance, monsieur Sloan, fit-elle avec civilité. « Bonjour,
répondit simplement Jack en inclinant la tête. Ce mouvement attira l'attention de Julie sur les cheveux du détective. Ils avaient une couleur proche de celle du café et leurs boucles venaient frôler les épaules de l'homme en de douces ondulations. Ses cheveux, qu'à l'évidence, il portait trop longs, lui donnaient néanmoins le charme d'une allure un peu sauvage, indomptable. De son côté, Jacques détaillait la jeune femme avec un œil exercé, critique, vaguement dubitatif. Il n'arrivait toujours pas à se persuader que c'était bien là cette nièce dont Jeter lui avait parlé. L'espace d'un instant, l'idée le traversa de reprocher au directeur de l'agence son manque de précision dans le descriptif. Après tout, il s'agissait presque d'une faute professionnelle. Jacques tenait Jeter Hamil pour un homme remarquable, un détective hors pair mais incorrigiblement brouillon et confus, chiquant en permanence, fumant le cigare aux moments les moins opportuns, ne lavant jamais sa tasse après avoir terminé son café. Bref, les manies de Jeter exaspéraient son adjoint qui se sentit soulagé, inexplicablement en constatant que Julie n'avait à l'évidence rien de commun avec son oncle. La jeune femme était soignée, mais sans affectation. Son abondante chevelure noire respirait la santé, et elle était peu maquillée. Pourtant, l'absence de cosmétiques n'ôtait rien à l'éclat, au rayonnement, qui émanait naturellement de son visage, bien au contraire. Ce long échange de regards n'avait pas échappé à Jeter, mais il n'en laissa cependant rien paraître quand il reprit la parole. Jacques Julie abandonne son travail de bibliothécaire. Félicitations, répondit le détective en se tournant vers l'intéressé avec un large sourire. En effet, qu'une personne comme elle envisage sereinement de croupir toute sa vie parmi des monceaux de vieux bouquins moisis, pour Jacques, les bibliothèques n'étaient par définition que des repères poussiéreux. Cela, il ne pouvait se résoudre à l'imaginer. Julie eut un sursaut quand elle s'entendit si chaleureusement complimentée sur l'opportunité de sa décision. Elle ne voyait décidément pas en quoi le fait de perdre un emploi méritait tant d'être applaudi. Le regard étonné qu'elle leva instinctivement sur l'homme rencontra un sourire qui l'électrisa, et la jeune femme eut soudain la sensation d'être comme submergée par une vague de chaleur, que l'air dans la pièce se raréfiait. Les yeux du détective abandonnèrent ceux de Julie pour lentement suivre le dessin de sa joue, jusqu'à la bouche, telle une caresse. Elle avait les lèvres sèches et les humecta naturellement du bout de la langue. Le mouvement avait été à peine perceptible, mais d'une sensualité telle qu'il fit s'élever chez l'homme le flux d'un désir, qui le laissa sans voix, comme hypnotisé par la bouche de Julie. Son esprit tout entier absorbé dans des images réservées à la seule discrétion des alcôves. « Alors, Jack, et cette affaire Adams ?» demanda subitement Jeter. Un instant, Jack resta figé, comme s'il sortait d'un profond sommeil, puis, en même temps que le fil de ses pensées, il retrouva son exaspération première. « Ah, Jeter, cette femme est folle alliée !» Avant de poursuivre, il jeta un œil à Julie et constata non sans plaisir qu'elle l'écoutait. Une ébauche de sourire taquinait la commissure des lèvres de la jeune femme, créant sur sa joue gauche une fossette que le détective ne manqua pas de remarquer, puis il continua son récit. Elle a voulu voir de ses yeux la preuve irréfutable que son mari l'a trompée. Je lui ai donc proposé de l'accompagner jusqu'à l'immeuble où vit la petite amie de M. Adams, et d'attendre dans la voiture l'arrivée de son mari. Mais dès qu'il est entré dans le bâtiment, elle s'est engouffrée derrière lui avant que j'aie pu faire quoi que ce soit. Une véritable furie. Le temps que j'arrive à l'étage, elle était déjà dans l'appartement en train de tout saccager. La fille a juste eu le temps d'appeler la police. Adams a fui courageusement, les flics sont arrivés et on s'est retrouvés au poste, sa femme et moi. Inutile de préciser que c'est moi qui ai dû payer la caution pour nous faire libérer. Jacques avait débité son récit d'une seule traite et ce ne fut qu'en apportant cet ultime complément d'information quant à sa libération qu'il alla s'effondrer dans le fauteuil, derrière son bureau. Jeter et sa nièce ne purent contenir leur hilarité. Le détective sortit de sa poche un paquet de Marlboro écrasé et alluma une cigarette. « Ça fait 2 ans que Jacques travaille avec moi, » dit Jeter à sa nièce, entre 2 éclats de rire. « Avant, il était flic, et maintenant c'est le meilleur détective que je connaisse. À côté de lui, Magnum a l'air d'un débutant. »
La cigarette ancrée au coin des lèvres, vaguement embarrassé, Jacques Sloan ouvrit un annuaire qu'il parcourut sans avoir en vérité la moindre idée de ce qu'il y cherchait. Il voulait juste éviter le regard de Julie. Il tenta à nouveau de se rappeler ce que l'oncle de la jeune femme avait dit à son sujet et se maudit de n'avoir pas mieux écouté. Mais Jeter avait entre autres manies celle de se lancer dans d'interminables discours auxquels Jacques avait pris l'habitude de ne prêter qu'une oreille distraite. Il se souvint pourtant que Julie devait avoir des enfants, mais combien? Sans doute était-elle veuve ou divorcée, car jamais Jeter n'avait évoqué le mari de sa nièce. Jacques avait au moins cette certitude-là. Jacques, reprit le directeur de l'agence, la jeune personne que tu vois là désire devenir détective privé et travailler avec nous, ajouta-t-il après quelques secondes de silence. Qu'en penses-tu? L'homme resta muet. Il leva les yeux de l'annuaire qu'il feuilletait machinalement et son regard balança de l'oncle à la nièce, indécis, affolé. Julie crut remarquer une certaine expression d'incrédulité sur son visage et décida qu'il était temps pour elle d'intervenir. Monsieur Sloan, dit-elle, je sais travailler dur et j'apprends vite. Et puis, poursuivit-elle, hésitante, j'ai toujours eu envie de faire ce métier. Vous savez, je lis dans les magazines qui me tombent sous la main tous les récits d'enquête. La jeune femme se mordit les lèvres et s'arrêta net avec l'intuition que ce dernier argument ne plaidait guère en sa faveur. Cette fois, Jacques était manifestement très dubitatif. De fait, il était déconcerté, plus encore que sceptique. Son rôle n'était pas de dissuader la nièce de Jeter des fantaisies de sa carrière. Elle avait un oncle, or celui-ci, confortablement adossé dans son fauteuil, les pieds calés contre le bureau, gardait un silence opiniâtre. Jacques avait pourtant la conviction que jamais son patron n'accepterait d'embaucher un débutant et moins encore une débutante, fût-elle de sa famille. Restait à l'annoncer en douceur à la jeune femme. Et si on l'apprenait à laisser? Qu'est-ce que tu en dis? Fit Jeter tout à coup. Le détective faillit basculer de son siège. Tu ne parles pas sérieusement. On lui donne une semaine pour faire ses preuves, poursuivit le directeur de l'agence. De cette façon, si ça ne marche pas, personne n'aura rien à se reprocher, ajouta-t-il avec, à l'intention de son adjoint, un clin d'œil qui échappa à Julie. Mais Jeter, elle n'a aucune expérience, objecta néanmoins Jacques. Et en plus, elle n'a pas de licence. Le détective croyait avoir trouvé là un argument imparable. Mais Jeter fit un geste qui montrait le peu de cas qu'il faisait des considérations administratives. Moi non plus, quand j'ai commencé, je n'avais aucune expérience. Quant à la licence, ce n'est pas un problème. J'ai par bonheur quelques amis bien placés qui s'en chargeront si j'arrive à faire passer Julie devant la commission cet après-midi. Mais Jeter, tu n'y penses pas, elle risque de prendre une balle perdue et puis elle ne sait rien de ce métier et toi, tu sais pertinemment que je travaille seul et que... Julie l'interrompit à la fois enchantée d'avoir obtenu le soutien de son oncle et remplie d'appréhension par la tournure que prenaient les événements, ainsi qu'à la perspective de devoir éventuellement travailler aux côtés de Jacques Sloan. « Monsieur Sloan, je vous promets de ne pas vous encombrer, » fit-elle avec un sourire lumineux qui creusait une fois encore, au coin de sa bouche, une minuscule fossette. « Il faut que je te parle seul à seul, » dit Jacques à l'oncle de la jeune femme, immédiatement. « D'accord, » répondit Jeter, en se levant pour faire le tour de son bureau. « On revient tout de suite, ma chérie, » ajouta-t-il à l'intention de sa nièce en lui tapotant gentiment l'épaule. Quand ils furent sortis de la pièce et se retrouvèrent seuls, Jacques explosa littéralement. « Jeter, tu as complètement perdu la tête. » « Tu ne comprends pas, Jacques. Julie doit absolument travailler. Son ancien patron l'a démolie dans toute la ville et elle n'a plus aucune confiance en elle. Dans ce cas, qu'elle tape à la machine ou réponde au téléphone. Le travail de bureau ne l'intéresse pas. Elle veut faire autre chose de sa vie. Être détective dans cette agence peut lui servir de tremplin pour une carrière. Et puis, elle a une famille à nourrir. Une fois que tu l'auras mise au courant, je lui donnerai des surveillances et sans danger. Jeter, je refuse de porter la responsabilité de qui que ce soit, et moins encore celle de ta nièce chérie, lui lança Jacques sur un ton qui se voulait sans réplique. Nous y sommes, déclara pourtant le directeur de l'agence. La voilà donc la vraie raison. C'est à cause de tes complexes personnels que je suis censé refuser cette place à Julie. En définitive, c'est tout simplement parce que tu refuses de porter la responsabilité d'une équipe. Jacques accusa le choc comme si on venait de lui donner un coup de poing dans le ventre. J'espérais que tu avais changé, poursuivit Jeter en feignant de ne pas prendre
Garde à l'émotion que laissait transparaître le visage de son adjoint. Si nous avons besoin de personnel, c'est que grâce à toi, les affaires marchent bien. Je veux que tu entraînes une équipe. Ça peut te faire beaucoup de bien, Jacques, ajouta-t-il soudain radouci, en passant affectueusement un bras sur les épaules du jeune homme. Tu as besoin d'exorciser cette vieille histoire. Tu ne peux pas passer le restant de ta vie à te reprocher ce qui est arrivé à ces hommes. Je ne confierai la sécurité de Julie à personne d'autre qu'à toi, parce que c'est en toi que j'ai confiance. Qui plus est, tu ne vas pas croupir à ce poste toute ta vie. Tu mérites mieux. Tu es doué et tu t'obstines à tout gâcher pour un malheureux et unique accident. Un malheureux accident, s'écria Jacques, en se dégageant vivement de l'étreinte amicale de Jupiter. Le massacre de ces gars, tu appelles ça un malheureux accident? Et moi j'étais leur supérieur, j'en étais responsable, tu comprends? Jacques, je te le demande comme un service, fais-le pour moi. Donne une chance à Julie et tâche de saisir la tienne. C'est la vie, tu sais. Oui, c'est toute la vie de donner et de saisir des chances. La jeune femme entortillait nerveusement des mèches de cheveux autour de ses doigts. Jeter n'allait pas l'engager, elle le sentait. Il était simplement en train de mettre au point une façon polie de les conduire, et ce avec l'aide sans nul doute efficace de son adjoint. Ce Jack Sloan ne la portait manifestement pas dans son cœur, de toute façon. Il avait l'air d'un réfugié de Woodstock, avec ses cheveux longs, son jean râpé et son t-shirt délavé qui le moulait comme une seconde peau. Pourtant, en y repensant, Julie dut bien admettre, comme malgré elle, que sous ses allures apparemment frustes, cet homme ne manquait pas de charme. On aime être riche les épis, hein? Les épis, ils sont cool. C'était décidé, elle allait leur faciliter la tâche, leur dire que finalement elle renonçait. Elle se leva de son siège pour se diriger vers la porte par laquelle avaient disparu Jeter et Jack. À cet instant précis, celle-ci s'ouvrit pour laisser passer les deux hommes. « Tu commences demain, » dit l'oncle de Julie en arborant un radieux sourire. Sous le choc, la jeune femme resta un instant muette, sans même songer à remercier. Elle leva vers Jack un regard interrogateur, le visage du détective demeurait impassible. « Je vais tout de suite téléphoner pour t'obtenir une licence provisoire, reprit Jeter. Il y a tellement de paperasse à faire. J'espère que tu es libre aujourd'hui. Oui, balbutia la jeune femme. Chip s'occupe de Mickey, donc je suis libre. Arrivant à peine à y croire, elle regarda Jacques encore une fois. Rendez-vous demain matin, à 7 heures précise, se contenta de dire froidement le détective. Il était convaincu que jamais il ne parviendrait à rien avec cette fille, du moins dans le domaine professionnel. Elle l'attirait indéniablement plus en tant que femme qu'en tant que coéquipier. La mine renfrognée, l'air réprobateur qui se peignait sur le visage de Jack, et qu'il ne faisait rien pour dissimuler contribuèrent seulement à renforcer la détermination de Julie. Elle allait lui montrer de quoi elle était capable. Quand elle rentra chez elle, en fin d'après-midi, elle trouva Chip, son fils aîné, devant la maison. Il attendait la voiture pour accompagner son petit frère à un entraînement de football. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il à sa mère au moment où elle lui lançait les clés de la voiture. « J'ai le boulot » répondit-elle avec un sourire fatigué. « Génial !» s'écria Chip, enchanté. « J'étais sûr que tu allais y arriver. T'es la meilleure. Tu commences quand ? Demain. » Julie regardait ses deux fils monter dans la voiture en se disant, une fois de plus, qu'elle avait une chance inouïe d'avoir un fils tel que Chip. Elle n'avait qu'à se féliciter de l'aide qu'il lui apportait. Âgé de 16 ans, Chip travaillait dans un supermarché certains soirs de la semaine, ainsi que les week-ends, et s'occupait également beaucoup de Mickey, son petit frère. C'est injuste, se dit Julie en regardant la voiture s'éloigner. Ce garçon n'a pas eu sa part d'enfance depuis que son père, nous a quittés. Il a été obligé de grandir très vite. En réalité que Chip ne ressembla en rien à son père lui était un réel motif de satisfaction. C'était un adolescent fiable, équilibré, responsable, sérieux, toute qualité que Julie déplorait de n'avoir pas rencontrée chez son ex-mari. La jeune femme entra dans la maison et se dirigea tout de suite vers la cuisine pour sortir un paquet de viande hachée du réfrigérateur et préparer les hamburgers prévus pour le dîner. Elle se remémorait les événements de la journée, une chance vraiment que Jeter lui obtenit cette licence provisoire. Elle savait que son oncle était là, toujours, lorsqu'elle avait besoin de lui, et espérait le récompenser de sa confiance en lui prouvant qu'il ne s'était pas trompé. À peine venait-elle de disposer les hamburgers sur le gris qu'elle entendit une moto ralentir devant la maison. Sans doute un des copains... Non. Un des copains de Chip. Non.
se dit-elle en jetant par la fenêtre un coup d'œil distrait. Mais la taille impressionnante de l'engin arrêta son regard. Harley Davidson, j'espère. Quant au conducteur, il n'avait pas une allure d'adolescent. Et sans qu'elle pût néanmoins l'identifier, sa silhouette n'était pas inconnue à la jeune femme. L'homme se dirigeait d'un pas décidé vers la porte, tout en détachant d'une main la mentonnière de son casque. La sonnette retentit à l'entrée. Julie se précipita pour ouvrir et se trouva face à Jack Sloan. « Jeter m'a donné votre adresse, » fit celui-ci sans préambule. « Je voudrais vous demander un service, » poursuivit-il un peu gêné. « Ça vous ennuierait beaucoup de me percer l'oreille gauche ?» Julie crut avoir mal entendu et répéta mécaniquement les derniers mots qu'avait prononcés le détective. « Oui, » confirma-t-il en pénétrant dans le vestibule. « J'ai bien dit l'oreille gauche. » Ébahi, la jeune femme referma la porte et vit l'homme s'arrêter à l'entrée du salon, comme s'il cherchait quelque chose. « Je croyais que vous aviez des gosses, dit-il. « Oui, 2 garçons, 5 et 16 ans. » Jacques la dévisagea avec une expression de surprise manifeste. « Je te comprends, madame. Vous avez l'air bien trop jeune pour être la mère d'un gamin de 16 ans. »« Je vous remercie, » répondit Julie en rougissant, alors que le regard de Jacques la détaillant sans audace. « Je me suis mariée très jeune et j'ai tout de suite eu mon premier enfant. » Elle faisait des efforts pour ne pas se montrer impressionnée par les allures de rudesse indomptable de son interlocuteur. Il portait un jean plutôt moulant et un tricot fin dont le col en V dégageait quelques boucles de poils noirs sur sa poitrine. « Voulez-vous boire quelque chose de frais ?» demanda-t-elle, un thé glacé. « J'aurais préféré un scotch, mais va pour le thé. » Julie conduisit son invité inattendu dans la cuisine où elle lui servit un verre de thé frais. « À présent, voulez-vous m'expliquer cette histoire ? Il faut que je vous perce l'oreille gauche, c'est ça ?» fit-elle intriguée. « L'une des affaires sur lesquelles je travaille en ce moment m'amène à infiltrer une bande de loupards. Ce ne sont pas vraiment des méchants, » ajouta Jacques en remarquant la mine effrayée de la jeune femme. « Je suis sorti quelquefois avec eux pour gagner leur confiance. Ils m'ont pris en amitié et dès qu'ils ont bu quelques bières de trop, ils insistent pour me percer l'oreille. Je crois que pour eux, ça relève d'une sorte de rite initiatique. Ils portent tous un anneau ou plusieurs à l'oreille gauche. Je ne tiens pas vraiment à ce qu'ils m'opèrent eux-mêmes, un soir de beuverie, et avec un canif sale et rouillé, poursuivit le détective en riant. Sinon, j'excède. J'ai bien pensé aller chez un bijoutier, mais quand je me suis vu en train de faire la queue au milieu d'une ribambelle de collégiennes, je me suis senti ridicule et je suis parti. Alors, Jeter m'a suggéré de venir vous trouver. Julie sourit. Un homme a disparu il y a 5 ans, reprit Jacques. Sa famille le croyait mort, mais récemment on l'a aperçu avec cette bande, et on a de bonnes raisons de penser qu'il en fait partie. Il est marié ? Oui, et il a 3 enfants. Retour d'âge. Et il est parti comme ça, demanda encore la jeune femme avec dans le regard un éclair de dureté qui étonna l'homme. Dans ce cas, poursuivit-elle, j'espère que vous allez rapidement mettre la main sur cette canaille. L'expression fit sourire le détective. Julie Rogers, si vraiment vous tenez à faire ce boulot, sachez qu'un des principes de base est de ne jamais s'impliquer personnellement dans une affaire. Et vous êtes sûr que ces gens-là sont inoffensifs ? Je les trouve inoffensifs, répondit Jacques en riant, tant qu'ils restent à une distance raisonnable de mon oreille gauche. Le seul problème, ajouta-t-il après un silence, c'est le comportement que je dois adopter vis-à-vis des filles dans cette bande. Elles me trouvent, comment dire, distant. Mais bien entendu, je ne veux avoir de liaison avec aucune d'entre elles. Dans ce cas, pourquoi ne vous faites-vous pas accompagner par une amie ? Ah là là ! Jacques regarda la jeune femme avec un air songeur. Après tout, pourquoi pas ? C'était peut-être là l'idée qui allait lui permettre de la décourager. Cette bande de motards était bruyante, sale et parfois même franchement indécente. S'il emmenait Julie avec lui, elle ne tarderait pas à changer d'avis quant à sa vocation de détective privé. Ça vous plairait de jouer les Hells Angels ? Oh là là ! Les blousons noirs. Sons of Anarchy. Inutile de vous montrer sarcastique, rétorqua Julie. Comment allait-elle jamais arriver à se faire comprendre de cet homme ? Savait-il seulement le nombre d'heures qu'elle avait passées assise dans le silence glacé de la bibliothèque à remplir des fiches en rêvant d'un travail plus exaltant ? Quand le hasard lui avait fait découvrir l'annonce rédigée par son oncle, elle avait eu le sentiment que c'était le destin
qui répondait à ses vœux. À présent, lui restait à faire la preuve de son aptitude, de sa détermination. Lui restait à en persuader Jack Sloan. James Fonda. Voulez-vous rester dîner lui proposa-t-elle brusquement, sans même avoir réfléchi. Cette invitation subite étonna l'homme. Il n'avait pas envie de s'y soustraire, mais elle le remplissait d'appréhension. Ce qu'il redoutait surtout confusément, c'était de dîner avec les enfants. Qu'allait-il penser? Ou pour être plus exact, qu'allait-il penser de lui? Mais la compagnie de Julie Rogers ne déplaisait pas à Jack. Elle savait écouter et semblait attentive, à l'inverse de tant d'autres femmes qui ne trouvent d'intérêt que dans leurs propres histoires. « D'accord, pour le dîner, très volontiers, » répondit-il. La jeune femme était aussi surprise que lui et d'avoir formulé cette invitation impromptue et qu'elle fût acceptée. Elle fut soudain saisie intérieurement de la même inquiétude quant à la réaction de ses fils. « Ça nous fera du bien d'avoir un autre adulte à table. » Elle s'entendit prononcer cette phrase spontanément, inexplicablement presque. « En attendant, reprit-elle de suite, vous allez poser un cube de glace contre votre oreille pour l'insensibiliser. » Elle se dirigea vers le congélateur pour en extraire le bac à glaçons et en enveloppa un dans une serviette. « Vous le placez contre le lobe de l'oreille, là comme ça, dit-elle en s'approchant de l'homme et en lui saisissant la main d'instinct, pour lui montrer comment s'y prendre. Ne faites pas ça chez vous. Immédiatement, elle fit un pas en arrière quand ses doigts frôlèrent la joue mal rasée de Jack. Puis elle alla chercher une pomme de terre qu'elle coupa en deux et une aiguille. Le détective lui tendit l'anneau d'or qu'il était censé porter et qu'elle stérilisa, enfin, Dieu merci, qu'elle stérilisa en même temps que l'aiguille. « Attendez un peu, » s'écria Jack inquiet en la voyant approcher. Que comptez-vous faire exactement avec cette pomme de terre? Et cette aiguille? Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu grosse? Et la glace? Vous êtes bien sûr qu'elle suffit à anesthésier l'oreille? Non, je m'appelle l'anesthésie, il faut avoir deux gosses. Ou qu'un Détendez-vous donc, monsieur Sloan, et ne soyez pas si douillet. Oh, eh bien, fit Julie dans un éclat de rire. Un peu mortifié, Jacques se tut, mais ses épaules et son dos tout entier se contractèrent quand la jeune femme lui plaça la pomme de terre derrière l'oreille. Ne faites surtout pas ça chez vous. Elle enfonça l'aiguille d'un seul coup jusque-là. Tout s'était bien passé, mais le plus délicat fut de faire pénétrer l'anneau dans le trou. À quelques nouvelles tentatives, l'homme pâlissait un peu plus. Julie réussit finalement à passer la boucle d'oreille dans la petite plaie qu'elle nettoya soigneusement avec de l'alcool, avant de tendre au détective un miroir dans lequel il put constater à loisir l'habileté de la jeune femme. L'anneau était parfaitement centré et Jacques dut reconnaître qu'il n'avait presque rien senti. « Ne faites surtout pas ça chez vous. »« Je vais finir de préparer le repas, » dit Julie en regagnant la cuisine. Jacques l'y suivit et, l'observant de dos, remarqua à cet instant qu'elle avait relevé ses longs cheveux noirs en un chignon qui dégageait son cou et la naissance des épaules. Elle était menue, mais ses hanches allaient doucement s'évasant. Le regard de l'homme descendit ensuite jusqu'aux jambes, qu'il trouvait les plus jolies qu'il eût jamais vues. Il avait peine à croire qu'on ait pu abandonner une femme comme elle, ce que Jeter lui avait pourtant confirmé avant de quitter le bureau. Le mari de Julie était parti alors que leur second fils n'avait pas un an. Le père du détective aussi avait laissé sa famille quand Jack n'était qu'un petit garçon. L'homme connaissait les déchirements de cette absence-là. Enfant, il n'avait connu ni tendresse ni sentiment de sécurité et il lui avait fallu travailler de bonne heure pour nourrir ses frères, ce qui l'avait empêché de poursuivre ses études. Mais il avait jugé plus utile de subvenir aux besoins de sa famille que d'apprendre à calculer une racine carrée. Jacques aimait les enfants et détestait les voir malheureux. Ah, ça c'est mignon. C'était la raison pour laquelle il se réjouissait que son bref mariage ne lui en eût donné aucun. L'idée que des enfants eussent à souffrir de la faim ou du froid lui était odieuse. Les yeux tristes et vides que l'on voyait sur les photos, collés aux tirelires de cartons destinés à soulager l'enfance déshéritée dans les grands magasins, le bouleversait toujours. Tout en dressant le couvert, Julie sentait dans son dos le regard lourd que l'homme portait sur elle. Elle éprouvait la nécessité, l'urgence de rompre le silence, mais à peine trouvait-elle à dire quelque chose que ses idées s'éparpillaient, un peu à la manière de ce duvet sur les fleurs de pissenlit. Ce fut Jacques qui parla le premier. «
Vous avez une bien jolie maison, fit-il. Merci. Avec Chip, l'aîné de mes fils, on vient juste de repeindre l'extérieur. L'intérieur sera pour plus tard, ajouta-t-elle comme pour s'excuser. Elle avait l'impression d'avoir honte face à cet homme, de connaître des difficultés qu'elle savait pourtant inévitables et compréhensibles. Sa maison, elle avait acquise à bas prix, après son divorce. Elle avait décoré en achetant la majeure partie du mobilier dans des salles des ventes. Elle avait aussi suivi des cours de tapisserie et recouvert elle-même, respect, le canapé et les fauteuils. Elle n'ignorait pas qu'il n'y avait rien là de très luxueux, mais l'ensemble était accueillant et chaleureux. Respect. Plongée dans des pensées, elle ne songeait plus à continuer la conversation et Jack, dont le regard attentif ne l'avait pas quitté un seul instant, fut presque soulagé quand il entendit s'ouvrir la porte d'entrée. « Elle est à qui, cette bécane dehors » s'écria Chip en faisant irruption dans la cuisine. Le petit Mickey sur ses talons. La Harley Davidson ou la Ducati. Les deux enfants pilèrent comme pétrifiés quand ils virent l'homme assis près de leur mère. « Chip, répondit-elle, cette bécane, comme tu dis, appartient à M. Sloan, qui est l'adjoint d'oncle Jeter. Jack, ajouta-t-elle en se tournant vers celui-ci, voici Chip et Mickey, mes fils. Qu'est-ce qu'ils fichent ici demanda le petit qui trouvait que la situation méritait un complément d'information. J'ai invité M. Sloan à dîner, dit Julie en rougissant. Nous allons travailler ensemble à l'agence de Jeter. M. Sloan est détective privé, poursuivit-elle avec l'espoir d'impressionner favorablement ses fils. Mais ceux-ci n'en continuèrent pas moins à dévisager le détective comme s'il venait de tomber d'une autre planète. Ils n'avaient manifestement pas l'habitude de voir leur mère inviter des hommes à la maison. Jacques remuait sur sa chaise avec la désagréable impression d'être un insecte emprisonné sous le verre d'un microscope. « Il a les cheveux trop longs et il porte une boucle d'oreille, ton Monsieur Sloan, » reprit Mickey. « C'est ta mère qui m'a percé l'oreille, » dit Jack dans un éclat de rire. Les deux garçons dévisagèrent Julie incrédule. « Oui, c'est vrai, » fit la jeune femme en répondant à l'interrogation muette qui se peignait sur leur visage. « Maintenant, filez-vous laver les mains. » Avant de sortir de la cuisine, Chip lança à sa mère un regard lourd de questions. Quand ils revinrent prendre place à table, les deux enfants ne dirent pas un mot et tout le dîner se déroula dans un silence tendu. À peine eurent-ils terminé qu'ils se levèrent pour déposer leurs assiettes dans l'évier et disparurent dans le salon d'où on entendit très vite bourdonner la télé. « Je suis navré, Jack, » dit Julie. « Ils ne sont pas comme ça d'habitude, croyez-moi. J'aimerais que vous me parliez un peu de vous. » enchaîna-t-elle immédiatement, désireuse de changer de sujet et de faire oublier l'hostilité affichée de ses enfants. « Vous étiez bien dans la police avant de travailler avec Jeter. » Elle se disait aussi que Jack allait sans doute se détendre en évoquant son ancien métier, mais l'expression qu'elle eut dans les yeux de l'homme, à cet instant, lui fit tout de suite regretter d'avoir posé cette question. « J'ai quitté la police, » répondit-il avec une voix sourde, la mâchoire crispée. « Maintenant, il faut que j'y aille, je suis en retard, » ajouta-t-il en se levant brusquement de table. « Je suppose que vous allez rejoindre vos loupards, » demanda Julie. « Oui, rien ne vous empêche de m'accompagner si le cœur vous en dit, » répliqua Jack ironiquement avec, dans les yeux, un éclair de défi. La jeune femme releva le menton avec fierté. « Pourquoi pas? Je n'ai pas peur, vous savez. Vous n'êtes pas habillée pour la circonstance, ce sera pour une autre fois, mademoiselle Sherlock Holmes, » dit le détective en ouvrant la porte d'entrée. Il avait oublié son plan initial, décourager Julie, la dissuader en la laissant l'accompagner. « Je peux encore aller me changer ?» insista-t-elle. « Le temps suffisant qu'adopter l'homme l'exaspérait. Si vous croyez, renchérit-elle, que je vais sortir des photos de mes gosses devant les femmes des motards et échanger avec elles des recettes de cuisine, vous vous trompez lourdement, monsieur Sloan. Bien fait pour toi. Droit dans l'œil. » Jacques se tourna lentement vers elle et la dévisagea avec arrogance, persuadé qu'elle n'allait pas oser s'exécuter. « Laissez-moi 5 minutes, » reprit la jeune femme en se précipitant dans l'escalier. Doigt dans la face. Dans sa hâte, elle n'eut pas le temps de voir sur le visage du détective que cette fois, elle avait déjà réussi à l'impressionner. Bravo! Eh bien,